Une histoire sans fin, cela pourrait être le titre de notre dossier spécial consacré aux 4 ans de l'opération Bordure Protectrice. Comme chaque été depuis 4 ans, les températures sont à l'image des tensions dans et autour de la bande de Gaza. Le Hamas n'a de nouveau plus rien à perdre. Israël prévient, retenez-nous ou nous frapperons. Comme un parfum de déjà-vu, comme si le scénario du film que vous allez voir avait été mis sous scellé sans la mention affaire classée. Retour sur les faits en images et on se retrouve dans moins de 2 minutes. מבצע צוק איתן יימשך עד שיושגו יעדיו. الشجاعية وبيت حنون ورفح والمناطق الحدودية كسروا اليد الطويلة لجيش العدو الصهيوني. Yoraï Sedbon, bonjour. Bonjour. Vous me faites le plaisir de parler français. Vous êtes né en Israël, de parents français. Première question en français, ensuite on va passer à l'hébreu parce que c'est votre langue de quotidienne. Vous êtes soldat de la prestigieuse unité Egoz, l'unité commando de l'unité terrestre d'infanterie Golani. Vous avez participé à cette guerre Bordure Protectrice, cette offensive. Vous avez regardé ces images avec attention. Je vous ai vu vraiment avec beaucoup d'attention sur ces images. Pourquoi ? Parce que quand on est rentré, on savait c'est quoi la situation. Et vous avez vu dans les vidéos des roquettes qui ont été tombées sur les maisons et des familles et des Gani Eladim. Des jardins d'enfants. Exact. Alors, nous, on sait comment c'est vivre à côté de la frontière. Et on sait comment les familles là-bas y vivent et comment c'est trop compliqué et se réveiller dans une sirène et que tu as peut-être maximum 10 secondes et pour prendre ta famille et tes enfants, ta mère et au milieu de la nuit et aller dans une zone protégée. Et alors, oui, ça me retourne dans cette guerre, chaque fois quand je vois des images. Alors, justement, les images, ouais. Elles sont en train d'être diffusées. Ce sont vos images que vous avez pu, en tout cas, nous donner. Racontez-nous ce qui s'est passé à Shajaya, notamment, où d'ailleurs 13 soldats de l'unité Golani sont tombés. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à Gaza ? C'est quoi les combats de Gaza de Bordure Protectrice ? D'accord. Alors, quand nous on avait rentré, alors c'était en 2014, et quand moi j'avais 20 ans, et on est entraîné beaucoup pour cette guerre, et en plus avant pour être préparé à toutes les situations. Et quand tu rentres au Gaza, tu sens vraiment la force
de צה"ל. Vous pouvez passer en hébreu, si c'est mieux Ouais, pour c'est vous. mieux. אתה מרגיש את העוצמה של הצבא, La של puissance de צה"ל. l'armée. אנחנו, Et nous, בגלל שאנחנו יחידה et comme מיוחדת, nous sommes des אז unités נכנסנו spéciales, באמת, nous sommes rentrés צוות avec une שאני équipe מתאמן איתו avec כמה laquelle je שנים. m'entraîne depuis plusieurs années. אז Et הרגשנו מוכנים, alors on s'est senti אבל prêts, אין mais ספק, il n'y a aucun בגלל doute שאתה בן 20, que comme j'avais 20 ans ואתה נכנס et qu'on rentre, אתה מגיע לסיטואציה on arrive dans une situation où on reçoit une mission, trouver un tunnel ou le détruire, et où trouver des terroristes et défendre ton État. Alors on sait que dans 10 minutes, on doit faire remplir la mission. Alors bien sûr qu'on a peur, mais dans notre unité, dans notre groupe et dans notre bataillon, il y avait quelques soldats. Quand on les regarde, on les estime, comme par exemple Jordan Ben Simon, qui apparemment il est connu, et malheureusement... Oui, qui est tombé, qui est Jordan Ben Simon, qui est tombé sous les balles à Gaza. On voit ces images, on revoit ces images plus exactement. 4 ans se sont passés entre Bordure Protectrice et aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ces images, finalement, que ce scénario-là de combat à l'intérieur de la bande de Gaza, ce scénario ne s'est jamais arrêté, que si jamais demain il y a de nouveau une opération dans Gaza, on retrouvera exactement les mêmes images? Je ne crois pas que ce sera pareil, parce que à Bordure Protectrice, la question des tunnels était assez nouvelle pour l'armée. Nous nous sommes entraînés comme il le fallait et nous avons rempli nos missions. Mais maintenant, Tsahal a déjà les moyens technologiques qui permettent de ne pas arriver à cette situation. Bien entendu, il y a toujours des tentatives d'infiltration et des tunnels, et la menace est réelle et peut arriver, mais les moyens technologiques et des renseignements israéliens baissent les dangers d'infiltration par tunnel et d'attentats. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes... Vous me disiez à l'instant que vous avez 20 ans, allez, au moment des faits. Quand vous êtes au-dessus d'un tunnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quand on arrive à la situation où vraiment on détecte un tunnel et qu'on est dessus et qu'on regarde à l'intérieur, tout d'abord, il y a la peur en soi, c'est la première chose. Tous les sentiments commencent à se mêler. On sait vraiment qu'il est possible qu'on meure dans quelques minutes. Mais, comme je l'ai dit, d'un autre côté, on sait que personne d'autre ne remplira cette mission. Et il faut que quelqu'un détruise ce tunnel pour déjouer des attentats et des infiltrations en Israël. Alors, on essaye de mettre les sentiments de côté. Bien entendu que nos camarades aident, mais on essaye de penser aux familles qui sont de l'autre côté de la frontière, à 2 kilomètres de Gaza, et qui tous les jours, sans avertissement, sans sirène, reçoivent des missiles et des roquettes et peuvent se trouver au milieu d'un massacre de terroristes du Hamas. Alors on essaye de mettre ça en priorité et que seuls nous sommes capables de remplir cette mission parce que personne d'autre le fera. Très rapidement, deux questions. Yochai, si jamais c'était à refaire, si jamais vous receviez, parce que la semaine prochaine vous partez dans cette période de réserve, où chaque année les militaires doivent faire en Israël, si jamais c'était à refaire et que vous receviez l'ordre de rentrer dans Gaza, face à ce que vous venez de voir, c'est-à-dire qu'Hadar Goldin et Oron Shaul sont toujours retenus, ou leurs corps sont toujours retenus en otage, est-ce que vous retourneriez? Tout à fait, oui. Je laisse les politiciens remplir leur rôle et moi, je remplis le rôle que je dois remplir.
Bien entendu que c'est une question difficile parce qu'il y a 2 soldats qui sont encore à Gaza et nous livrons toujours de l'aide humanitaire et des matériaux de construction et du matériel médical et de l'électricité gratuite. C'est difficile de prendre ce type de décision, mais ce n'est pas notre rôle, ni le mien, de décider si oui ou non. Mon rôle de soldat, c'est de suivre les ordres. Et je fais confiance à nos élus et à nos officiers dans l'armée qui savent prendre les décisions justes, parce que j'ai vécu ça pendant 3 ans. Dernière question, vous êtes de parents français, vous regardez la télévision française également. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous pointe du doigt en France, alors que vous avez vu de l'intérieur ce que le Hamas fait, notamment utiliser sa population comme bouclier humain? Je pense que d'une façon générale, la communauté internationale n'a pas très bien compris quel était l'objectif du Hamas. Ils prennent cette organisation comme une organisation comme normale et pas comme une organisation terroriste. Et je pense que simplement ils ne comprennent pas combien le Hamas utilise ses habitants pour attaquer Israël. C'est pour envoyer des roquettes à partir d'hôpitaux, à partir d'écoles. C'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Je ne cite pas des sources. Et les gens pensent, et la communauté internationale en particulier, pense qu'ils construisent des tunnels pour s'enfuir de Gaza. Ces tunnels étaient des tunnels terroristes. Et les gens, la communauté internationale, on ne leur raconte pas tout. Comme quand on leur dit, avant d'entrer dans la bande de Gaza, dans un habitant ou dans un secteur particulier, notamment à Sajia, nous sommes rentrés un jour après toute l'armée, parce que l'armée nous a dit à nos officiers qu'il y avait encore des civils et qu'on devait attendre que les civils reculent pour pouvoir entrer. C'est des choses qu'on n'entend pas dans la communauté internationale et en particulier dans les médias, et c'est dommage. Et je suis très, très heureux que vous me laissiez l'occasion de vous raconter ce que j'ai vu. Merci, Yochai Sedbon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes toujours soldat de la prestigieuse unité spéciale des Gauses de l'infanterie Golani. Merci, Yochai. Alors, on vient d'en parler, cette complexité des combats en zone urbaine où l'ennemi n'hésite pas justement à se servir de sa propre population comme bouclier humain, et l'armée israélienne n'a pas attendu justement les enquêtes internationales avant de vérifier si l'opération Bordure Protectrice a été conduite selon les règles d'éthique militaire élaborées par Tsahal. Nous avons posé la question justement au général de réserve Noam Tibon, en charge de l'enquête d'enquête, au micro de Shai Ben-Ari. Écoutez-le. Nous avons utilisé toutes les sources d'informations disponibles, les sources palestiniennes, les agences de presse, les informations de l'armée, et on a comparé tout ça aux lois internationales. Le but était de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Où étaient les erreurs? Est-ce qu'on avait désobéi aux ordres? Qu'est-ce qui avait été fait à l'encontre du droit? Et si on se rendait compte que quelque chose était allé de travers, alors le dossier était saisi par la justice. Parfois, des mortiers et des roquettes étaient cachés dans les cours des écoles. C'était une bataille au nom d'Israël et de Tsahal que nous avons menée. D'autant que dans le monde entier, les gens ne jugent pas Israël et son armée comme n'importe quelle autre armée. Nous devons être particulièrement prudents sur la façon de faire usage de notre force. Comment utiliser les forces aériennes et l'artillerie dans des endroits surpeuplés, comme c'est le cas à Gaza, sans faire de mal aux civils innocents. Dans la plupart des incidents sur lesquels nous avons enquêté, il y avait de bonnes raisons pour lesquelles tel tir avait eu lieu ou tel ordre donné.
Mais dans certains cas, oui, des gens ont commis des erreurs. Ça arrive aussi. Parfois même, ils n'ont pas obéi aux ordres et la justice a alors pris le relais. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Mon deuxième invité aujourd'hui, Erwin Kotler, bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Justice du Canada. Vous êtes un spécialiste de gestion de crise humanitaire. Vous voyez ce qui est en train de se passer à Gaza. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, l'armée israélienne, avant chaque opération, doit prendre en considération cette crise humanitaire? Well, at this point, with respect to the humanitarian crisis, à ce stade, si l'on prend en considération la crise humanitaire, il me semble que ce qu'il faut faire, et j'avais déjà recommandé cela il y a 4 ans, c'est premièrement d'apporter une aide humanitaire et des secours aux habitants de Gaza. Ils ne doivent pas souffrir autant. Mais nous devons aussi tenir le Hamas pour responsable de ces violations permanentes de la loi humanitaire internationale. Et on le voit bien dans le cas d'Hadar Goldin. Aujourd'hui marque la 4e année depuis que le Hamas a enlevé et assassiné Hadar Goldin et qu'il conserve sa dépouille. C'est une violation du cessez-le-feu humanitaire mandaté par l'ONU qui a aussi été négocié par les États-Unis et que l'Union européenne soutient. Et depuis 4 ans, le Hamas continue de violer ces principes fondateurs de la loi humanitaire internationale. The refusal to provide any information to the families. Tout d'abord, il ne donne aucune information aux familles et il refuse de rapatrier le cadavre d'Hadar Goldin. C'est une violation fondamentale de la loi humanitaire internationale. Troisièmement, il viole la dignité humaine et son principe de respect pour les morts. Quatrièmement, il viole le principe de liberté de religion, le droit des familles à pouvoir enterrer leurs enfants selon leurs traditions religieuses. Finalement, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours apprécié, l'autorité palestinienne a été admise dans un tribunal international et doit représenter le peuple palestinien, y compris les civils gazaouis. Donc, elle a aussi le devoir de respecter et de mettre en place ses obligations en termes de loi humanitaire internationale, chose qu'elle n'a pas faite. Donc, il faut traiter ce problème. Vous avez parlé des États-Unis, de John Kerry, qui avait pourtant affirmé qu'il y avait un accord de cessez-le-feu et finalement qui n'a jamais été signé par le Hamas. Pourquoi on n'entend pas John Kerry? John Kerry fait partie de ceux qui ont négocié le cessez-le-feu, mais parmi les responsables de ce cessez-le-feu, il y a aussi les Nations Unies qui sont une organisation de confiance pour le respect de la loi humanitaire. L'Union européenne, selon ses mandats, doit également être en conformité avec la loi humanitaire internationale, combattre l'impunité et tenir pour responsables ceux qui violent la loi humanitaire internationale. Cela n'a pas été fait et ces violations se poursuivent. L'engagement de John Kerry doit être respecté par l'ONU et l'Union européenne. Comment défendre le cas, parce que vous aidez la famille Goldin aussi au niveau de la communication internationale, comment on défend, comment on peut résoudre le problème de la famille Goldin, sachant que le Hamas ne respecte aucun traité international? Well, we went together with Leah Goldin, the mother of Hadar Goldin. Avec Leah Goldin, la mère d'Hadar, nous nous sommes rendus à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les membres du Conseil étaient présents, à l'exception de la Chine, qui s'est excusée de ne pas pouvoir être là. Tous les pays ont admis que ce sont des violations de la loi humanitaire internationale et ont reconnu qu'eux-mêmes faisaient confiance à la loi humanitaire internationale et qu'ils ont la responsabilité de gérer et de lutter contre ces violations. Donc, nous devons nous assurer que sur la scène politique, sur tous les plans et à chaque rencontre, internationalement, multilatéralement, bilatéralement, nous tenons pour responsables les partis qui violent la loi, y compris l'autorité palestinienne, qui est l'organe représentatif des Palestiniens.
Je sais qu'on a coutume de dire que le Hamas est une organisation terroriste et qu'on ne peut rien y faire. Mais l'autorité palestinienne représente l'ensemble du peuple palestinien et pour le moment, personne ne l'a encore mis face à sa responsabilité. En ce qui concerne le Hamas, si nous réhabilitons Gaza et que nous venons en aide à la population, et je crois que c'est ce qu'il faut faire, cela doit être fait conformément à la loi humanitaire internationale. Ce qui signifie que le Hamas ne peut pas être le destinataire de cette aide humanitaire et dans le même temps continuer à violer la loi humanitaire internationale en commettant des crimes de guerre et en envoyant des cerfs-volants incendiaires qui ravagent les terres israéliennes. Merci beaucoup, Arvin Kotler, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Justice pour le Canada jusqu'en 2006, si je ne me trompe pas. Merci, Arvin Kotler. Alors, un autre dossier, on passe de la bande de Gaza à la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord aurait cherché à monnayer auprès d'Israël son soutien aux activités nucléaires de l'Iran. C'est ce que croit savoir en tout cas le Wall Street Journal, qui l'a fait remontrer à la fin des années 90. Un émissaire nord-coréen aurait demandé plus d'1 milliard de dollars à Israël pour arrêter de livrer du matériel nucléaire à l'Iran. Jonathan Serrero. Israël aurait-il pu empêcher la vente d'équipements militaires nord-coréens à Téhéran ? D'après les révélations du Wall Street Journal américain, un diplomate nord-coréen en exil raconte avoir vu en 1999 l'ambassadeur de Pyongyang en Suède rencontrer son homologue israélien Gideon Ben-Ami. Le représentant nord-coréen propose dans un café de Stockholm au diplomate de Jérusalem de voir son pays mettre un terme à sa collaboration militaire avec la République islamique contre la somme d'1 milliard de dollars. Une proposition refusée par l'État hébreu. Quelques jours après la rencontre, l'ambassadeur d'Israël en Suède relance le représentant de Pyongyang. Il lui suggère alors d'accepter l'aide humanitaire israélienne contre la rupture des relations militaires avec l'Iran. La Corée du Nord décline l'offre de Jérusalem. Autant d'informations prises avec prudence côté israélien. Joint par la rédaction d'I24 News, l'ambassadeur israélien affirme n'avoir rencontré son homologue qu'à 3 reprises, des entretiens organisés selon lui durant des réunions diplomatiques et non dans des cafés, comme affirmé par le journal américain. Depuis, la Corée du Nord poursuit la vente de son matériel militaire à la République islamique, mais aussi avec la Syrie, la centrale nucléaire syrienne, détruite par l'aviation israélienne en 2007, bénéficiait du soutien technologique des ingénieurs de Pyongyang. Gideon Ben-Ami, bonsoir. Pour vous, le Wall Street Journal affabule, c'est-à-dire que la Corée du Nord n'a jamais proposé une transaction à Israël, payer $1 million contre l'arrêt de vente de missiles ? Je peux le démentir le plus fermement. Je n'en ai jamais eu connaissance. Toute l'histoire avec l'ambassadeur nord-coréen débute en juin 1999, c'est-à-dire il y a près de 20 ans. Et cela s'est passé de façon surprenante, si je peux le dire ainsi. Lors d'une réception au Palais Royal, le même mois, à l'occasion des fêtes de l'indépendance suédoise, il s'avère que nos épouses, celles de l'ambassadeur nord-coréen et la mienne, ont engagé une conversation. Et c'est là qu'une demande étrange a été présentée, surprenante, de l'épouse nord-coréenne au nom de son époux et qui souhaitait me rencontrer pour me transmettre un message. J'ai bien entendu accepté. Il s'est tout d'abord avéré que nous parlions 2 langues différentes. Il s'exprimait en français et moi en anglais, mais nous sommes parvenus à nous comprendre. Ce qu'il voulait me dire, c'est que le gouvernement nord-coréen avait bien accueilli, et dans les meilleurs termes, la victoire d'Ehud Barak il y a 1 mois aux élections générales et sa nomination au poste de Premier ministre. Et c'est tout. Je l'ai remercié et dit que j'allais transmettre cette annonce à mon gouvernement. Donc rien de cela ne s'est passé pour vous ? Non, rien de tout cela. Tout d'abord, notre relation se résume à 3 rencontres au cours de cette période. Je voudrais rappeler qu'il s'agissait de mes derniers mois en poste en Suède. J'achevais une mission de 5 ans. Lui, de son côté, était arrivé il y a 1 an. J'étais donc un ancien et lui relativement nouveau. Bien entendu que lors de la rencontre suivante, je lui ai indiqué que son message était parvenu là où il le fallait et nous avons conclu que nous resterions en contact. Oui, mais en même temps, d'un côté, vous dites que rien ne s'est passé, de l'autre, qu'un message a été transmis.
C'est peut-être surprenant, mais je n'ai reçu de mes supérieurs en Israël aucun message politique à lui transmettre en ce qui concerne les relations bilatérales entre Israël et la Corée du Nord. De son côté, lui aussi n'a pas pris d'initiative pour demander notre aide dans un domaine ou un autre. Nous n'avons parlé que de banalités. Nous nous rencontrions que dans les réceptions. Je ne l'ai pas invité ni au café ni au restaurant, pas plus que son traducteur qui s'est avéré être le 3e secrétaire de l'ambassade de Corée du Nord à Stockholm. Et si je comprends bien, il a déserté en Corée du Sud. Et si je m'en tiens aux informations, il y a 2 ans, un livre a été publié qui raconte sa désertion en Occident ou en Corée du Sud. Mais encore une fois, il n'y a rien. Donc le fameux diplomate traducteur affirme avoir été présent au cours de vos rencontres. Là aussi, pour vous, c'est faux, Gideon Ben-Ami. Cette proposition n'a jamais été faite et sous aucune forme. Nos entretiens étaient réellement banals et il y avait même entre nous une difficulté à communiquer. Il avait du mal à comprendre mon anglais et je faisais un effort pour comprendre son français. Maintenant, il se pourrait bien qu'après mon départ, j'ai quitté en octobre-novembre 1999, j'ai transmis ce dossier à mon successeur, Eli Avidan, qui est décédé il y a quelques années. Eli avait maintenu le contact avec lui et ce qui s'est passé entre eux, je ne peux le savoir, je ne peux pas vous le dire. Donc on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Merci Gideon Ben-Ami, merci à vous également d'avoir suivi cette émission de défense. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur A24 News. Bonne semaine à tous.